Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, il est avec nous une nouvelle fois, c'est pas de notre faute si toutes les semaines il sort des enquêtes, Jamel Mekaoui de l'INSEE. Jamel, bonjour. Bonjour. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Comment évaluer nos conditions de vie dans les villages? Pourquoi il fallait faire cette étude? Elle existait en 2012, il fallait la faire évoluer? Oui. Alors, peut-être, j'ai entendu Camar mercredi qui avait dit qu'on savait déjà tout. Je laisse peut-être la parole à Camar pour nous dire ce qu'il en est. Non, plus sérieusement, oui, évidemment, il est important d'avoir une actualisation des résultats à chaque instant. Oui. Il est important de savoir comment évoluent les choses, quels sont les territoires les plus favorisés, les plus défavorisés, et d'offrir aux politiques publiques des sujets plus précis encore que ceux qui ont déjà été diffusés. Voilà. Alors vous savez, je suis venu souvent récemment, on a parlé de démographie, d'emploi, de logement, au niveau territorial, au niveau communal, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'à Mayotte, l'échelon village est très important. Alors c'est important de le dire ici, c'est une évidence, mais quand on est à un niveau juridique, le niveau village n'a pas de sens. C'est pas un canton, c'est pas une commune. Par contre, il est évident ça peut être un quartier éventuellement. Et encore, pas juridiquement. Oui, c'est vrai. Alors qu'au niveau sociologique, évidemment, c'est un sens profond sur le territoire de Mayotte. Et c'est pour ça qu'on s'attache systématiquement à essayer d'éclairer à ce niveau village le territoire pour permettre à chacun de se l'approprier. Et j'irai même un peu plus loin pour permettre aux maires, parce qu'un maire, c'est avant tout un maire de plusieurs villages à Mayotte, pour permettre aux différents maires d'avoir une fine connaissance de leurs différents territoires. Évidemment. Et ça résonne encore plus quelques mois avant les municipales. Forcément. Jamel, alors ça se présente comment? Il y a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4. On a l'impression d'être à la Coupe du Monde de rugby. Groupe 1, c'est excellent. Oui. C'est ça? Alors, c'est un peu la Coupe du Monde de rugby, mais sans le typhon, quand même, malgré tout. Alors, on a fait ce qu'on avait dans une typologie. Oui. Donc, il y a des méthodes statistiques qui permettent de regrouper les villages en fonction des caractéristiques pour permettre d'avoir des groupes homogènes. Alors, je veux encore pas priver. Et les critères qu'on a utilisés, parce qu'en fait, les critères ne sont pas forcément évidents. Chacun peut avoir le choix des critères qu'il considère les plus pertinents. C'est les critères qui ont été définis dans la détermination des quartiers prioritaires de la ville. Alors c'est important, c'est-à-dire que le législateur, quand il a voulu déterminer les difficultés à Mayotte, il a pris des critères particuliers. En particulier, il a décidé de mettre dans les caractéristiques des difficultés la part de logement en tôle, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau courante à l'intérieur du logement, la part de diplômés et la part de la personne en emploi. Donc ces 5 critères ont été utilisés pour classifier les différents villages du territoire. Alors si on prend un exemple comme Sada qui en 2012, je crois si je dis pas de bêtises, était dans le groupe 1, donc excellentes conditions, et en 2017 ou 2018, ils ont rétrogradé. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont cassé leur maison, il n'y a plus de logement? Non. Alors on n'a pas pris exactement les mêmes typologies, on s'est appuyé vraiment cette fois-ci, la fois précédente on ne l'avait pas fait, sur les déterminants de la politique de la ville. D'accord. Donc on faut plutôt le voir, je dirais, sur le point du moment. Ce qu'on a vu, c'est que à travers cette différenciation, ça met en évidence les disparités très fortes sur le territoire. On a des villages sur lesquels se pose la question de la climatisation, de l'automobile, et on a des villages où se pose la question de l'accès à l'eau, de l'électricité. Donc on a des disparités très fortes, et j'insiste lourdement là-dessus parce que sur un territoire de 374 km², c'est plus petit qu'un cinquième de n'importe quel département français, on ne peut pas s'imaginer, si on n'y vit pas et si on l'objective pas, ces fortes disparités. Alors justement, attendez, si on prend l'exemple de Pamandzi, qui a de bonnes conditions de vie, si on en croit effectivement l'étude, alors que les cases en tôle augmentent tous les jours, Jamel. Oui, alors il y a deux choses. On a séparé les 72 villages du territoire en 4 catégories. Donc il y a des villages qui ont des conditions très fortes, et un peu moins, dégradé et très dégradé. C'est le cas de Pamandzi. Pamandzi, c'est un cas un petit peu particulier que globalement, c'est au-dessus de la moyenne, mais évidemment, c'est un territoire à forte disparité. Pamandzi, vous avez le Pamandzi historique et vous avez la Vigie au milieu, qui évidemment fait baisser la moyenne du territoire de cette collectivité sur ses conditions de vie. Ces conditions de vie, aujourd'hui, est-ce qu'elles ont des conséquences, au-delà de l'aspect politique pour les municipales, mais est-ce qu'elles ont des conséquences sur l'éducation de nos enfants, notamment? On sait que 100 000 gamins vont à l'école tous les jours, sur les 250 et des poussières, chiffre INSEE. Est-ce que ces conditions de vie que vous décrivez aujourd'hui ont des conséquences sur nos gamins?
Il est évident que la question des conditions de vie d'un territoire impacte sur tous les éléments associés. Ouais. Et là, on va un peu plus loin, on l'avait déjà dit, on va un peu plus loin en territorialisant. Ça veut dire que si, par exemple, on prend des villages qui ont des conditions de vie très difficiles, hein, prenons Kahani et Amuro. Kahani, 74% du logement sont en tôle, Amuro 81%. Et il est évident que dans ces territoires, les conditions d'accès à l'éducation et tout ce que vous évoquez est plus compliqué. À l'inverse, les villages de l'Ouest, qui, tout en étant très inférieurs aux conditions de vie moyennes métropoles, sont très nettement supérieurs à la moyenne du territoire, ont des faveurs par rapport à ces différents critères. Kamar, une question pour Jamel. Alors c'est vrai que vous le disiez justement, la notion du village est importante, mais aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas, si j'oserais dire, l'arbre qui cache la forêt? On a le village par exemple de Kahani, où à l'époque on le disait, il y avait 3-4 maisons. Parce que pareil pour Port-Rouani, hein. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, on a l'autre décor derrière des maisons en tôle qui viennent se greffer. Pendant le recensement du nombre d'habitants, on sait que tout le monde est sondé. Là, est-ce qu'on considère ces maisons derrière le village propre de Kahani que c'est un village ou pas? Parce que l'adressage n'est pas fait, l'urbanisation c'est pas répertorié. Donc, est-ce qu'on le considère quand même comme étant un village de Kahani, par exemple? Aujourd'hui, Kahani, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, Kahani, c'est plutôt les maisons en tôle. Ouais. Certes, historiquement, il y avait les maisons du temps que vous avez évoqué, mais quand on parle de Kahani aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle vraiment des 74% de logements en tôle de ce territoire. Ouais. Donc malgré qu'il y ait manque d'adressage ou répertorié pour le maire, par exemple... C'est quand même des gens qui habitent sur place. Oui, mais donc, est-ce qu'on le considère comme étant un village? Le village de Kahani, quand on parle du village de Sada ou village de Port-Rouani, est-ce qu'on les considère quand même comme étant des villages? Oui. En fait, juridiquement, le village n'a pas d'existence. D'accord. Donc du coup, on a fait des choix et on a découpé tout le territoire en villages. Et la population que vous évoquez fait partie du village de Kahani dans la typologie qu'on a définie ici. Alors, vous disiez tout à l'heure, on prenait l'exemple de Kahani, mais d'Amuro également, vous avez pris cet exemple. Est-ce que, bon, on sait que la très grande majorité des Mahorais ne vivent pas dans des cases en tôle. On le sait. Est-ce que ces pourcentages de taux d'habitation en tôle sont conformes à votre étude, la dernière étude qui remonte sur les étrangers, les Français, etc., etc. Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce que tout est en phase? Alors, vous avez dit, on le sait, j'ai un petit peu corrigé. Ouais. On a fait une publication le 30 août dernier sur les logements. Un quart des Français vivent dans des logements en tôle. Oui, un quart, 25%. Non, d'accord. Oui. Quand on dit on le sait, alors Mahorais, vous savez, c'est toujours la même histoire, il faut définir les concepts, mais un quart des Français... Un Français, de manière générale. Oui, un Français sur 4 vit dans un logement en tôle. Oui. Donc ce n'est pas un phénomène qui est absent, même si 2 tiers des étrangers le sont, c'est majoritaire, mais il ne faut pas le présenter comme ça, c'est-à-dire que c'est une exagération du propos. Il y a des Français dans des logements en tôle. Oui, sachant que, oui, il y a des Français parce qu'ils ont une carte d'identité, mais c'est des Français, ça peut être aussi des gens qui sont naturalisés ou des gens qui viennent qui ont des enfants qui sont nés ici. Enfin, surtout des populations qui sont nées ici. Voilà, on est bien d'accord. Donc voilà. Non, mais je me permets de ce petit à propos parce que vous savez, c'est toujours la même chose, les Mahorais, pas les Mahorais, Français, étrangers. Donc cette question, il est important de bien la calibrer et surtout de ne pas. Donc la réponse, est-ce que c'est conforme à votre étude sur la population? Sur les niveaux villageois, on n'a pas regardé le niveau d'étrangers. On n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit de déterminer des notions de nationalité, de lieu de naissance à des niveaux trop fins. Partout en France. D'accord. C'est-à-dire que ça serait une stigmatisation trop forte. Mais quand on a regardé au niveau communal, la corrélation était réelle. Les communes qui avaient le taux d'étrangers le plus important étaient évidemment les communes où le taux de logement en tôle était le plus important. Ouais. Pourquoi évaluer, c'est la question d'un auditeur, pourquoi évaluer les conditions de vie uniquement avec les enquêtes INSEE, recensement, emploi et logement? Pourquoi ne pas élargir les critères? Alors, je vous dis, il n'y a pas d'a priori. Oui. Mais là, le choix que l'on a fait, c'est de prendre les éléments qui ont été déterminés par le législateur. D'accord, donc là c'est... D'accord, ok. Pour chaque personne, évidemment, les conditions de vie, ça peut être différent. Par exemple, vous pouvez dire, moi je trouve que les bonnes conditions de vie, c'est d'avoir du soleil, ou d'avoir les conditions de vie, c'est d'avoir une école en bon état. Ouais. Donc chacun a son a priori. Pour le coup, pour éviter de tomber dans cette subjectivité, on a mis en avant les critères pris dans le législateur dans la détermination des quartiers politiques de la ville. Alors, est-ce que ça, on pourrait, avec une touche d'humour, imaginer que une personne peut habiter facilement dans une case en tôle et avoir une bonne condition de vie, contrairement à celui qui habite dans une maison en béton avec clim, mais ne pas avoir une bonne condition de vie? Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que bonne condition de vie, vous voyez, c'est très subjectif. C'est-à-dire que la personne qui habite dans une case en tôle bien faite, qui a son frigo, sa clim, qui a son travail, qui a sa voiture, mais habite dans une case en tôle. Pourquoi pas?
Donc du coup, dans ces critères-là sont fournis aussi. Ça veut dire qu'on a la part d'automobile, la part d'emploi, tous les éléments issus du recensement qui permettent à chacun de se faire son idée des caractéristiques de son village. Ça, c'est important. Et c'est vrai que j'hésite un petit peu parce qu'une typologie, il y a un petit côté subjectif dans les choix qui sont pris. Et c'est pour ça qu'on a essayé de se raccrocher à une loi pour avoir un élément d'objectivation plus fort qu'à l'usage. Après, vous avez tous les éléments dans la publication et dans les tableaux associés. Vous pouvez regarder chaque facteur, vous pouvez regarder la part d'automobile dans chaque village, vous pouvez regarder la part de climatisation dans chaque village, vous pouvez regarder la part de familles nombreuses dans chaque village. Bien sûr. Tous ces éléments-là vous permettent d'avoir un portrait précis du village que vous regardez. Jamel, les déplacements, c'est aussi les conditions de vie. Je dis ça pourquoi? Il y a des gens qui arrivent du sud tous les matins pour aller bosser à Mamoudzou et qui vont passer 1 heure, 1h30, 2 heures le matin avant d'aller bosser en bagnole. Autant pour revenir, c'est-à-dire c'est quasiment, en plus de leur journée de travail, une demi-journée de transport, bien plus que la majorité de nos Parisiens qui voyagent avec le RER pour faire 15, 20, 30 kilomètres. Est-ce que ça fait partie de la réflexion sur les conditions de vie? Pas dans le cadre de cette étude, mais évidemment, ça a été éclairé dans l'étude précédente encore sur les déplacements domicile-travail. Alors, comme gardons à l'esprit qu'il n'y a qu'une personne sur 3 qui est en emploi à Mayotte parmi les 15-64 ans. C'est vrai. On fait un zoom sur des personnes, mais avoir un emploi, c'est déjà faire partie de personnes privilégiées sur le territoire de Mayotte. Et cet élément, on ne l'a pas éclairé dans cette typologie-là, mais on l'a fourni dans les publications précédentes qui nous permettent justement d'analyser les mouvements pendulaires qui se déroulent sur tout le territoire chaque jour, comme vous l'évoquez, et qui ont nettement augmenté au cours des 5 dernières années. Est-ce que certains maires vous ont déjà demandé des précisions sur parce que vous disiez effectivement à la veille des municipales, c'est des éléments qui peuvent servir. Est-ce que certains maires ou communes ou interco ont demandé des précisions sur cette étude? Pas encore, mais je suis un peu interpellé parfois par les gens qui s'intéressent à leur propre village. Ah oui, bien sûr. On a un attachement fort à son village, à Mayotte. Oui, normal. Et chacun vient en fait me voir pour me demander quelques éléments sur son propre village. Camar. Alors, est-ce que dans l'étude, on a pris en compte ce qu'on appelle... peut-être il n'y a pas de la notion juridique, mais ce qu'on appelle à peu près les nouveaux villages ou les nouveaux quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste par exemple, toujours on prend un exemple sur Kani, par exemple, il y a un village qui se construit pas loin de Kani, sauf que ça n'est pas sur le terrain du maire. C'est-à-dire que ce village-là va être construit, mais n'est pas ni à Chikoni, ni à Kahani. Est-ce qu'on le considère quand même? On le prend comme village, mais on le met dans quelle commune? Non, en fait, aujourd'hui, on s'est adossé aux 72 villages historiques. Et c'est vrai que la question de la constitution de nouveaux villages, c'est une question auquel on est confronté. C'est-à-dire que ça arrive, etc. Mais c'est très compliqué de suivre d'abord ces évolutions et même de donner des indicateurs sur des éléments qui vont peut-être pas durer dans le temps. Donc déjà en l'état, les messages portés par sa publication sont très très forts. Le grand message qui avait déjà été dit, c'est la séparation du territoire. On a des territoires qui peuvent s'en sortir ou qui ont des indicateurs plutôt de développement et d'autres territoires plutôt situés de l'autre côté, là, à Mamoudzou et tout l'est du territoire, où on voit des problématiques de conditions de vie qui se rapprochent de pays en voie de développement. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Cette question de segmentation du territoire qui s'amplifie dans le temps, c'est une question sur laquelle chacun doit être vigilant, parce qu'on ne peut pas envisager un territoire coupé en deux. Bien sûr. C'est que Mayotte, c'est pas l'Allemagne avec non, évidemment. Et surtout, ce qu'on a montré, c'est que les villages, les 16 villages les plus défavorisés, ont eu des conditions de vie qui se sont détériorées. Donc c'était en bas et ça descend. Les 10 villages les plus favorisés ont eu des conditions de vie qui étaient bonnes et qui se sont améliorées. Donc on est en train en fait de séparer assez fortement le territoire dans ses conditions de vie. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut y voir comme message derrière? C'est-à-dire que d'un côté, on a... Pardon, excusez-moi, je viens d'avaler un chat. Miaou. Qu'est-ce qu'il faut y voir comme message? C'est-à-dire que là, il y a une démographie par origine qui est en train de dessiner une nouvelle géographie de Mayotte? Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas regardé, mais on a une géographie de la pauvreté quand même qui se dessine, ou de l'extrême pauvreté, parce que le territoire est pauvre un peu partout. Il y a une géographie de l'extrême pauvreté, et vous savez, dans un territoire, c'est jamais bon de le séparer.
De manière, il y a beaucoup de politiques publiques justement pour essayer... On le voit avec les ghettos, les cités dans les banlieues, c'est la même chose. Et Mayotte avait cette force jusqu'à présent de permettre la cohabitation de populations avec des niveaux de vie très différents en proximité. Et on voit que ce schéma ne tient plus, ou tient de moins en moins, avec des villages qui se spécialisent entre guillemets dans la pauvreté, même s'il faut prendre ce mot avec toutes ces mesures, et d'autres villages qui ont des conditions de vie qui tendent à se rapprocher vers des normes plus ultramarines ou métropolitaines. Question d'un auditeur qui touche effectivement à l'environnement. Est-ce que on tient compte, et pourquoi ne pas tenir compte également de notre environnement? Ça fait partie des conditions de vie, de voir nos rivières dans cet état, de voir nos routes, nos poubelles, nos déchets, la gestion de nos déchets. C'est une des priorités de nos conditions de vie, et ça on le voit dans tous les médias, tous les ministres qui viennent, etc. Or ça paraît pas dans votre étude. Pas dans la typologie. Oui. Après on a des éléments par exemple d'accès à l'eau. Oui. La question qu'on avait mis en avant il y a un mois sur les un peu moins de 8000 habitants qui allaient boire de l'eau directement à la rivière ou qui prenaient l'eau directement à la rivière, compte tenu de ce que vous évoquez, c'est un élément inquiétant. Bien sûr. Des gens qui vont boire de l'eau à la rivière qui a dans laquelle on déverse des détergents, c'est une question de santé publique fondamentale, cruciale, qu'il faut bien avoir en tête. Donc, c'est-à-dire que l'étude aujourd'hui va servir aux autorités, aux pouvoirs publics, aux collectivités. Que doivent faire les maires, en tout cas ceux, parce qu'on a parlé du municipal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va stopper ça ou c'est quasi impossible, c'est fini, on va continuer dans cette optique-là? Il faut d'abord demander au maire quand même ce qu'il va faire, là je veux pas me présager. Non mais est-ce que l'étude doit le faire réfléchir? C'est-à-dire que le maire aujourd'hui par rapport aux différents, ou les élus par rapport aux différents villages qui composent une commune, a une connaissance très fine du territoire. Donc charge à lui de savoir comment il veut la répartir. Vous savez, même en métropole, toutes les maires n'ont pas la même logique. Il y a des logiques parfois de séparation qui sont affirmées, affichées dans certaines communes de métropole, et des logiques de mixité sociale qui sont plus affichées dans d'autres communes. Donc l'élu, là, aujourd'hui, il a des éléments très précis sur la composition des différents villages du territoire qui composent sa juridiction. À lui de savoir, à partir de ces éléments, quel est le modèle de territoire qu'il veut développer. En conclusion, certains nous disent, donc en clair, si on vous comprend bien, Monsieur Jamel Mekaoui, il y a certains villages qui sont réservés aux clandestins et d'autres aux Français. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la séparation, la division de cette île. Oui, bon, on l'a pas précisé comme ça, là, vous voyez bien. Non, pas comme ça, ça revient à ça. Vous l'avez dit avec d'autres mots, beaucoup plus finement. Entre logement en taux et la part d'étrangers, elle est évidente. Pas forcément clandestin, étranger. Moi, je préfère quand même le mot étranger à clandestin. Vous savez qu'on avait dit que en 2015, la moitié des étrangers étaient en situation régulière. Donc, ne faisons pas directement de corrélation hâtive. Mais il semblerait que la spatialisation, selon ce critère, se développe sur le territoire de Mayotte. Parce que c'est vrai ce que vous dites, Patrick, c'est très important. C'est pas moi, c'est un auditeur. Non, ce que vous venez d'évoquer, c'est très important parce qu'à l'époque même, le Maoré disait, il y avait séparation parce qu'on parlait de Mzunguland, par exemple. À l'époque, il y avait que les 16 villas et le 100 villas. Aujourd'hui, on a, par exemple, le Haut-Vallon, le Trois-Vallées. Donc, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que, peut-être je rejoins l'auditeur. Est-ce que c'est pas ça aussi? On tire un peu plus haut ceux qui s'en sortent dans la société. Le fossé se creuse, voilà. Et les autres vont habiter de l'autre côté. Alors vous avez, si je les cite très rapidement, les 10 villages les plus favorisés. Donc vous avez Majika Volamir avec les Hauts-Vallons, Mamoudzou avec par exemple des quartiers comme les 100 villas, le Rocher c'est un petit détail. Vous avez aussi Amjagou, par exemple, Mouana Trinri, Boueni, Bambo Ouest, Mbouanatsa, Mrona Bedja et Tsimkoura. Ça c'est les mieux lotis. 10 villages les mieux lotis du territoire. Et les pires Les pires. Alors les pires, il y en a 16, je vais vous le citer rapidement. Zoumounié, Bouyouni, Longoni, Trevani, Majika Vokoropa, Vaïbe, Tsunzu 1, Kahani, Ongojou, Dembeni, Ajangwa, Amuro, Mramadoudou, Bambo Est et Dapani. Donc, no comment. C'est pas ça. besoin d'en rajouter. On comprend très vite, pour ceux qui circulent sur l'île, tout le monde comprend très vite ce qui ressort de cette étude. Merci mille fois, en tout cas sur ce point-là. Merci mille fois, Jamel Mekaoui, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.